Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Un bras de fer de plusieurs années a pris fin. Le promoteur TC Energy abandonne l'oléoduc Keystone XL. Quelques mois après le décret de Biden, le projet de pipeline Keystone XL est annulé. Cette décision intervient plusieurs mois après que M. Biden ait interrompu les opérations de construction par un décret dès le premier jour de son mandat. La société TC Energy de Keystone a déclaré qu'elle se coordonnerait avec les parties prenantes, les régulateurs et les groupes autochtones pour s'assurer que sa sortie du projet respecte les engagements environnementaux. La décision de Biden peut être considérée comme une extension des politiques de l'ère Obama. Cela marque la fin de 13 années. TC Energy avait proposé l'oléoduc pour la première fois en 2008. À l'époque, la société de pipeline s'appelait TransCanada Corp. L'oléoduc aurait transporté plus de 800 000 barils de pétrole brut chaque jour sur une distance de 1930 km du Canada à la côte du golfe du Mexique en passant par le Nebraska. Il aurait été construit comme une extension du réseau de pipeline existant. L'oléoduc a fait l'objet d'une lutte acharnée. Trump, à l'époque, avait approuvé le permis de construire l'oléoduc en 2019. Ce projet avait été supprimé sous l'ère Obama. La construction de l'oléoduc devait permettre de maintenir des milliers d'emplois et de faire progresser les États-Unis vers l'indépendance énergétique. Elle devait également améliorer les relations commerciales avec le Canada et fournir des revenus fiscaux à des zones très pauvres. Les groupes environnementaux ont fait valoir que le pipeline aurait des effets durables sur l'environnement. Lors de sa première prise en fonction, Biden a déclaré dans son décret que l'annulation de l'oléoduc était nécessaire parce que celui-ci nuit à l'intérêt national des États-Unis. Alors, je vais vous lire l'ordre exécutif qui se lit comme suit. Les États-Unis et le monde entier sont confrontés à une crise climatique. Chez nous, nous combattons la crise avec un plan ambitieux pour mieux construire qui est conçu à la fois pour réduire les émissions nocives et créer de bons emplois dans le domaine de l'énergie propre. Nos efforts nationaux doivent aller de pair avec l'engagement diplomatique des États-Unis et étant donné que la plupart des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'extérieur de nos frontières, un tel engagement est plus que nécessaire et urgent, ajoutant le maintien de l'autorisation de l'oléoduc Keystone XL ne serait pas compatible avec les impératifs économiques et climatiques de mon administration. Fin de citation. Alors, les groupes environnementaux ont applaudi la décision de l'arrêter, mais Biden a dû faire face à un retour de bâton important de la part des républicains et également des groupes industriels après avoir inversé la décision de l'ère Trump. Donc, pour rappel, Trump avait approuvé le permis pour le pipeline peu après son entrée en fonction. 21 États ont poursuivi Biden en justice au sujet de la suspension du pipeline Keystone XL. Le Texas et le Montana ont été les fers de lance de cette action. Ils ont fait valoir que le président n'avait pas le pouvoir de modifier unilatéralement une politique énergétique définie par le Congrès lorsqu'il a révoqué le permis le premier jour de son mandat. Ce pouvoir, selon l'action en justice, appartient au Congrès. Il s'agit du pouvoir de réglementer le commerce interétatique et international, y compris l'octroi ou le refus de permis pour les oléoducs qui traversent une frontière internationale. Le chef de la minorité du Sénat, Mitch McConnell, a réagi en déclarant que la Chine et la Russie doivent être ravis de cette décision, ajoutant que notre gouvernement déclare essentiellement la guerre à certains de nos propres fondements économiques pour satisfaire un besoin de gestes symboliques. M. McConnell a également remis en question la décision de M. Biden d'arrêter l'exploitation du pétrole et du gaz naturel sur les terres publiques, affirmant que cette décision réduit instantanément d'1/5 la production nationale de pétrole. Elle réduit également, selon lui, l'indépendance énergétique des États-Unis. Il a déclaré qu'en 2019, les États-Unis ont enregistré un pic énergétique pour la première fois depuis les années 1950. Il a également déclaré que l'arrêt des travaux sur l'oléoduc Keystone aura un impact sur 11 000 travailleurs américains, dont 8 000 travailleurs syndiqués. Cette décision est un coup dur également pour le Canada. La province canadienne de l'Alberta a dépensé plus d'1 milliard de dollars pour ce projet. Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a déclaré dans un communiqué que nous restons déçus et frustrés par les circonstances entourant le projet Keystone XL, notamment l'annulation du permis présidentiel
pour le passage frontalier de l'oléoduc. M. Kenney a qualifié de coup de poing la décision de Biden d'interrompre la construction de l'oléoduc en janvier, ajoutant qu'il était également contrarié que les États-Unis n'aient pas consulté le Canada avant d'agir. M. Kenney avait alors déclaré lors d'une conférence de presse « En tant qu'amis et alliés des États-Unis, nous sommes profondément troublés par le fait qu'une des premières actions du président Biden ait été d'annuler le permis présidentiel pour le passage frontalier de l'oléoduc Keystone XL. C'est un coup dur pour les économies du Canada et de l'Alberta, a-t-il poursuivi. Malheureusement, c'est une insulte adressée aux plus importants alliés et partenaires commerciaux des États-Unis au premier jour d'une nouvelle administration. Le Premier ministre M. Trudeau a également exprimé à l'époque sa déception face à cette décision. Les autorités albertaines ont conclu un accord avec l'entreprise pour mettre fin à leur partenariat. L'entreprise et la province vont tenter de récupérer l'investissement d'1 milliard de dollars du gouvernement albertain, mais ils n'ont pas précisé comment. Et en parlant de la Russie et des pipelines, l'administration Biden a récemment levé des sanctions contre le pipeline russe Nord Stream 2. L'Allemagne a confirmé que les États-Unis ont levé les sanctions concernant le gazoduc Nord Stream 2, y compris la société d'État russe qui supervise le projet et son PDG. Ce projet controversé permet l'acheminement de gaz naturel supplémentaire de la Russie vers l'Allemagne. Le ministre allemand des Affaires étrangères se félicite de cette décision qu'il qualifie de démarche constructive. Les partisans du projet affirment qu'il s'agit d'un investissement essentiel pour la sécurité et l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne, mais ses détracteurs y voient un risque environnemental, géopolitique et sécuritaire. Les États-Unis affirment que le gazoduc augmentera la dépendance de l'Europe à l'égard de la Russie et qu'il mettra en danger la sécurité. En effet, la Russie se serait immiscée dans les démocraties occidentales, aurait été agressive en Europe de l'Est et aurait soutenu le président syrien Bachar el-Assad. Le comité éditorial du Wall Street Journal a qualifié la levée des sanctions de cadeau de Biden au président russe Vladimir Poutine. Le comité souligne une hypocrisie potentielle, à savoir que le fait que M. Biden ferme le pipeline américain Keystone XL tout en donnant son feu vert au Nord Stream russe. Le Conseil a écrit « Biden traite un pipeline qui accroît l'influence et les revenus de la Russie mieux qu'un pipeline qui accroît ceux de l'Amérique. » Fin de citation. Donald Trump a approuvé des sanctions contre toute entreprise qui aidait la société gazière publique russe à terminer le pipeline, c'était déjà en décembre 2019, mais le mois dernier, une source a déclaré à Reuters que l'examen du département d'État avait conclu que l'entreprise et son PDG avaient commis des infractions passibles de sanctions, mais qu'ils étaient dans l'intérêt national des États-Unis de lever les sanctions. Le secrétaire d'État Antony Blinken a déclaré dans un communiqué que les États-Unis sanctionneraient les personnes à l'origine de la construction du gazoduc Nord Stream 2, mais renonceraient à sanctionner la société, son PDG et ses dirigeants. Les sanctions antérieures avaient retardé le projet et mis en péril son achèvement. Aujourd'hui, la société affirme que le gazoduc est achevé à 95% et qu'il ne reste plus qu'environ 120 km à parcourir. Et toujours à propos de la Russie, les récentes attaques par ransomware proviendraient de la Russie. L'emballeur de viande JBS USA a confirmé avoir payé l'équivalent de 11 millions de dollars de rançon lors d'une cyberattaque qui a perturbé ses activités en Amérique du Nord et en Australie. Le PDG américain de la société a déclaré mercredi qu'il avait effectué ce paiement pour protéger ses clients. La cyberattaque de la semaine dernière a entraîné la suspension de l'abattage du bétail dans toutes les usines américaines de JBS pendant une journée. L'entreprise produit près d'un quart de la viande bovine américaine et l'on craint que cette perturbation ne menace les chaînes d'approvisionnement alimentaire et n'entraîne une nouvelle hausse des prix de denrées alimentaires. L'attaque a également perturbé les activités de JBS en Australie. Les rançons logicielles fonctionneraient en cryptant les données des victimes. Généralement, les pirates offrent à la victime une clé en échange de paiement en crypto-monnaie. Le PDG de JBS USA, André Nogueira, a déclaré que ce fut une décision très difficile à prendre pour notre entreprise et moi-même personnellement. Cependant, nous avons estimé que cette décision devait être prise pour prévenir tout risque potentiel pour nos clients. Fin de citation. Le FBI a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il enquêtait
sur une centaine de types de ransomware différents. La cyberattaque contre JBS fait suite à celle qui a touché le mois dernier Colonial Pipeline, le plus grand pipeline des États-Unis. Cette attaque a perturbé la livraison de carburant pendant plusieurs jours dans le sud-est des États-Unis. Les deux attaques ont été attribuées à un groupe de pirates informatiques liés à la Russie. Et de son côté, Biden entame son premier voyage à l'étranger en tant que président. En atterrissant en Angleterre mercredi, Biden prononce son premier discours sur une base aérienne britannique au nord-est de Londres. Il décrit son voyage, mentionnant le sommet du G7, puis une réunion ministérielle de l'OTAN et enfin une rencontre avec le président russe Poutine pour, je cite, lui faire savoir ce que je veux qu'il sache. Fin de citation. Un dirigeant européen demande une enquête sur l'origine du virus. L'origine du virus est un sujet de discussion. Le président de la Commission européenne demande une véritable enquête en déclarant, je cite, que nous devons savoir d'où il vient pour être sûr que cela ne se reproduira jamais. Et donc les enquêteurs doivent avoir un accès complet à tout ce qui est nécessaire pour véritablement trouver la source de cette pandémie. Fin de citation. Et les autres sujets principaux du sommet du G7 sont la Chine et la Russie. M. Biden a déclaré que les États-Unis prendront des mesures si la Russie s'engage dans des activités nuisibles en disant que je vais faire savoir qu'il y a des conséquences à la violation de la souveraineté des démocraties aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Fin de citation. Alors, les tensions sont élevées entre les États-Unis et la Russie suite à deux cyberattaques très médiatisées. On pense que les pirates informatiques étaient basés en Russie. Bien que le gouvernement russe n'ait pas été lié à ces attaques, les États-Unis et la Russie se sont récemment opposés sur le plan informatique au sujet du renforcement militaire de la Russie à la frontière ukrainienne et dans l'Arctique. De leur côté, les États-Unis accusent la Russie de soutenir les pirates informatiques qui attaquent l'infrastructure informatique américaine. Et ce ne sont que quelques-uns des nombreux désaccords entre les deux pays. Par exemple, ils ont récemment pris l'habitude d'expulser les diplomates l'un de l'autre. Le secrétaire d'État Antony Blinken a récemment déclaré qu'il y a également de nombreux domaines où ils peuvent coopérer. Le secrétaire Blinken a rencontré pour la première fois le mois dernier en Islande le haut diplomate russe Sergei Lavrov. Il s'agit de la première rencontre en tête-à-tête entre les principaux diplomates des deux pays depuis l'entrée en fonction de Biden. Monsieur Lavrov affirme que les deux parties ont une vision différente du monde, mais dit-il, elles sont prêtes à négocier n'importe quelle question. Les relations personnelles entre Biden et le président russe Vladimir Poutine ont été glaciales. Biden a traité Poutine de tueur et Poutine a répondu en invitant Biden à un débat. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.